et faire un petit focus sur la détermination de la couleur et de la taille de la perle de culture de notre huître carrière. Bien évidemment le forum de la perle, mais pour cette introduction, je n'ai pas mis de perle, j'ai mis une huître. Alors, il y aura à peu près une quarantaine de diapositives. Je vais essayer de tenir une grosse demi-heure. Et là, juste pour vous situer un peu le plan de mes propos. Alors, je vais vous faire l'affront, et très très rapidement, parce que c'est très important de bien situer les choses pour comprendre toute la suite de l'exposé. Juste une diapositive tout à l'heure pour vous resituer l'acte de greffe chez cet animal. Ensuite, ce sera un peu plus long, mais ce sera décortiqué en 3 parties. Qu'est-ce qui détermine la couleur de l'opère? Qu'est-ce qui détermine sa taille et quelque part aussi sa qualité? Et enfin, quelles sont les voies possibles d'amélioration avec l'exemple particulier de la sélection génétique qui, vous le savez certainement, chez les 2 autres espèces concurrentes, au moins carrière, Putana maxima et Fucata, les choses sont légèrement, entre guillemets, en avance. Alors juste ce schéma très rapide. Alors, je suis désolé, mais je pensais qu'il y avait un pointeur et je n'en ai pas ramené. Alors on va essayer de faire ça. Alors juste cette diapositive pour resituer la greffe chez l'huître carrière en général. Alors on prélève chez une huître que l'on appelle donneuse de greffon, parce qu'elle est sélectionnée sur la base de la coloration de la face interne de sa coquille. Et finalement, on va prendre un groupe de cellules qui ont cette particularité de biominéraliser et de déposer le pigment et de fabriquer la coquille de l'huître carrière. C'est ce que on connaît tous sous le nom de greffon. C'est cette portion de tissu qui fait environ 3 ou 4 mm que l'on va insérer dans la gonade d'une huître receveuse avec un nucléus, faite de matière que vous connaissez tous, hein, c'est une coquille cuisinée d'huile du Mississippi. Au bout de 3-4 jours, et surtout de 2 mois, ce greffon dans l'huître receveuse, parce qu'elle n'a pas rejeté, va se diviser. Les cellules vont se diviser et constituer ce qu'on appelle un sac carré. Et au bout d'un certain temps de culture, qui peut varier d'un producteur à un autre, d'un site de culture, d'une ferme à une autre, mais on obtient une paire de culture que vous pouvez distinguer ici sur la photo en bas à droite, où on voit bien à travers un planche carrière cette paire que l'on va récolter. Alors ça, c'était pour situer les choses, et on va rentrer dans la première partie de cet exposé qui concerne la détermination de la couleur des perles. Alors vous savez tous, et je crois qu'ici il y a des négociants, il y a peut-être aussi des bijoutiers, que ces marchés, qu'il y a des marchés pour des lots de perles de coloration différentes. Alors, plus ou moins orientés quand on s'adresse au marché asiatique, japonais, avec des perles plutôt foncées, dominantes de couleur foncée. Et sur le marché européen, peut-être d'autres gammes de coloration qui les intéressent plus. Donc c'était intéressant pour nous de pouvoir expliquer et comprendre cette détermination en sachant que chez notre espèce, ici en Polynésie, donc Pintana margaritifera, on a quand même cette chance par rapport aux 2 autres espèces concurrentes d'avoir une très grande diversité de colorations qui s'observe quasiment à tous les stades de la production. On le voit au niveau de l'essaim, en haut à gauche, âgé à peine 2 mois. On peut même déjà faire des tris au niveau de la coquille. Hein. Donc ça, c'est des huîtres carrières issues des closeries. La main à côté, c'est des juvéniles qui ont à peine 6 mois, toujours produits en écloserie, mais vous voyez bien, et je veux dire, sans même ouvrir la coquille, extérieurement, déjà, il y a une assez grande diversité, avec les donneuses de greffons que les producteurs sont familiers avec, hein, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert bleu, etc. Il y a aussi des particularités de couleur de chair. Ça a un impact lorsqu'on les utilise en tant que donneuses de greffons, ça a un impact sur la détermination de la coloration. Il y a, comme dans tout le règne animal, les
mutation particulière liée à l'albinisme. Hein, on trouve dans le lamon des huîtres perlières albinos, donc ceux qui m'ont déjà pu expérimenter savent qu'en les utilisant en tant que donneuses de greffons, elles produisent des perles quasiment, enfin je dirais même majoritairement blanches. Petite parenthèse, nos deux espèces concurrentes ne viendront jamais finalement dans notre jardin et ne seront incapables de produire des perles de couleur clair foncé, parce que c'est vraiment inhérent à l'espèce. Et donc avec toute une palette de perles de culture que l'on peut obtenir. Alors les premiers travaux qui ont été réalisés et qu'on réalise encore, c'est finalement d'essayer de dresser un espèce d'inventaire de toute cette possibilité qui s'offre à nous en Polynésie, et finalement de savoir quelle donneuse choisir pour produire quoi. Les règles qui sont chez les uns et les autres au niveau de la production sont souvent empiriques. En plus, vous verrez à la suite de mes transparents que la couleur n'est pas que déterminée par la donneuse, mais il y a des interactions importantes avec l'environnement. Alors si je prends l'impact du type de coloration de la donneuse sur la couleur des perles, que je m'adresse sans regarder l'intérieur de la coloration, à des colorations externes de la coquille, vous savez, il y a très majoritairement des huîtres perlières un peu plus noires, et un peu plus rarement, ça dépend des sites, des huîtres perlières que moi j'appelle la coquille externe. Bien sûr, ces pigments-là sont déterminés d'un point de vue génétique. Alors dessus, et c'est ce qu'on observe dans la nature, dans le lagon, il y a parfois, en combinaison avec ces deux colorations externes de la coquille, des colorations vertes, qui permettent d'obtenir des profils que vous pouvez voir au niveau en haut au milieu, donc noir plus vert à l'intérieur, majoritairement bien sûr, et aussi vert, mais sur une coquille extérieure. De la même façon, il y a aussi du jaune, et l'on observe ces profils de coloration à des fréquences, bien sûr, relativement faibles. Alors, si ces huîtres à coloration particulière, je les utilise en tant que donneuse de greffons, à l'échelle de la production, on ne fait pas ça à l'outre-mer, à des RAO, on le fait vraiment en partenariat avec certains producteurs, vraiment à l'échelle pilote. J'ai simplifié le tableau, mais si par exemple je voulais orienter plus ma production vers une dominante de couleur verte, eh ben, ces quatre profils-là en tout cas ne permettent pas de répondre majoritairement et de façon équivalente en tout cas à cet objectif. Et c'est vraiment la première combinaison, extérieur noir, intérieur vert, comme j'ai codé, qui permet d'avoir des proportions significativement différentes de perles de dominante de coloration verte. Si je souhaite plutôt m'orienter vers des colorations de type peacock, eh bien, ce sera certainement pas celui-là, mais un autre type de combinaison. Donc voilà. Et tout ça aussi pour dire qu'on n'échappe pas au gris. Malgré l'effort que les greffeurs peut faire pour produire des perles colorées, c'est vraiment inhérent à l'espèce. L'espèce est génétiquement guidée pour produire des perles foncées et on n'échappe pas à la production de perles grises. Et dans la ligne haute, c'est vraiment les autres couleurs, c'est-à-dire jaunes qui sont minoritaires, blanches, etc. Et en matière de foncitude, puisque c'est quelque chose qui est un paramètre relativement important, c'est vraiment, encore une fois, à nouveau, la première combinaison, c'est-à-dire extérieur noir et intérieur vert, qu'il faudrait, si c'était le souhait, privilégier. Alors, je vais prendre ce profil de coloration et on va l'expérimenter dans 3 archipels différents, au sein de 6 fermes perlières différentes. Et pour uniformiser ce lot de donneuses de greffons, il a été produit par voie d'écloserie. Les donneuses ont été transférées au niveau des fermes, mises en culture. Les récoltes qui s'élèvent à
plusieurs milliers de perles qui ont été qualifiées par les faunères. Nous ne sommes pas, je dirais, comme on dit sur la présentation précédente, nous ne sommes pas experts en termes de qualification de perles. Et on a confié ce gros lot de perles à un GIE qui se reconnaîtra pour avoir vraiment des gammes de coloration dont les producteurs et les négociants sont plus familiers. Alors, il y a en vert dans ces différentes. Donc, chacun des camemberts présente les proportions de type de coloration que l'on trouve au niveau de chacun de ces sites. Alors, vous avez des perles majoritairement green, vous avez une représentation de ce que c'est tout à fait à droite en colonne, dark, medium et light. Donc à partir quand même, là c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment en tout cas à cette échelle-là, et pour cet échantillon-là, et pour cette expérimentation-là, il y a vraiment une signature au niveau des archipels et un même phénotype, un même profil de coloration de coquilles de donneuses va pouvoir engendrer, produire des proportions différentes de couleurs ou de termes. Bien évidemment, dans ce cas de figure, en utilisant ce phénotype particulier, je ne vais pas, en changeant d'environnement, passer du vert au rouge. Ça, c'est aussi guidé génétiquement, et ça ne se modifie pas. Par contre, on voit très clairement que la fossitude impacte, et voire même la proportion de perles à dominante verte. Donc, ça interroge vraiment sur les interactions fines qu'il peut y avoir entre l'huître donneuse, mais surtout la receveuse, avec son milieu de culture. Bon, les couleurs que l'on retrouve dans les huîtres perlières donneuses de greffon, elles ne sont pas infinies, heureusement. Il y a un certain nombre de profils de coloration je pense qu'on a une vingtaine, et elles sont à fréquence plus ou moins variable dans le milieu naturel. Alors ici, j'illustre ça avec d'autres types de coloration. On peut trouver des colorations quasi monochromatiques, ici que j'ai appelé mono-yellow. Donc c'est à partir de ces huîtres perlières-là, on peut quasiment obtenir de façon rapide, c'est-à-dire en une ou deux générations, des closeries, des perles quasiment dorées. On a aussi chez cette espèce des des huîtres perlières qui présentent une coloration quasiment aussi monochrome de perles d'aubergine, et bien évidemment, ce qu'elle faisait dans l'huître perlière, les cellules la reproduisent en huître receveuse, et on obtient aussi majoritairement des perles de couleur aubergine et cuivrée. S'ajoute à ces profils de coloration monochrome, on peut y ajouter au niveau de chacune des lignes, soit deux types de classes de coloration de type polychrome, en rajoutant du vert ou du rouge. Et là aussi, nos études aujourd'hui tentent à décortiquer la fréquence de ces individus qui peuvent être extrêmement rares dans la nature et de voir l'impact que ça peut avoir avec l'environnement sur la production. À ce sujet, il y a une publication qui est sortie récemment, très récemment, puisqu'elle sera publiée en début 2017, sur ces six profils de coloration. Alors bien sûr, tout ça, on le fait aussi pour avoir un outil d'aide à la sélection génétique. L'idée est vraiment de coller ces types de coloration, donc on peut voir coquille noire, coquille rouge, bande fine, bande large, monochrome, polychrome, comme j'ai pu le parler, et les différentes classes de pigments pour voir l'impact que ça peut avoir sur la production, et surtout comme outil d'aide à la sélection de futurs géniteurs pour produire des lignées de donneuses dorées, des lignées de donneuses aubergines, etc. Je vais passer ici à la détermination de la taille des perles de culture, avec un marché, comme toutes les perles de culture, des lots de perles de grosse taille
et de qualité. Alors, pour faire un parallèle avec la couleur, dans nos lagons et en écloserie, il y a aussi une grande diversité au niveau de la croissance des huîtres perlières. Il n'y a qu'à voir finalement dans le règne animal, c'est comparable aussi, les frères et sœurs que nous avons, ne nous ressemblent heureusement pas, sauf si bien sûr on est des jumeaux, mais on a des frères et sœurs, si on en a, qui sont plus ou moins grands, et chez les huîtres perlières, c'est exactement la même chose. Donc en termes au niveau du collectage, les producteurs, lorsqu'ils détrônent, vont prendre prioritairement les nacres qui ont de taille importante, sur une station de collectage. Donc, sans vouloir, ils sélectionnent les têtes de l'eau, c'est-à-dire les frères et sœurs les plus performants, et réservent les queues de l'eau souvent au travers d'une mise en CTN pour des productions qui vont plutôt se localiser en fin d'année. En écloserie, lorsqu'on marie, entre guillemets, un mâle et une femelle, mais c'est le cas aussi lorsqu'on marie plusieurs mâles et plusieurs femelles, lorsqu'on réalise un croisement entre un mâle et une femelle, vous avez sur cette boîte de pétri des différences ça saute à l'œil. Il y a quasiment un facteur entre 10 et 20 entre certains frères, certaines sœurs par rapport à ceux qui sont un peu à la traîne en matière de performance de croissance. Alors qu'est-ce que ces individus produits en éclosée? L'avantage de l'éclosée, je le dis toujours, c'est un outil dans la nature. Lorsque je prends une station de collectage, je suis incapable de donner un âge, en tout cas un jour près, de huîtres perlières. Je ne connais pas non plus la contribution en matière d'effectifs de mâles et de femelles qui ont permis de déposer ces huîtres perlières sur la station de collectage. Par contre, en laboratoire et en écloserie, je suis capable de choisir les mâles et les femelles, je suis capable de déterminer le nombre de mâles et de femelles que je vais mettre en production. Donc dans ce cas-là, finalement, quel est l'impact de ces individus performants si je les utilise en tant que donneuse de greffons et de receveuses sur la qualité des perles, par rapport à ceux qui sont finalement un peu à la traîne. Alors je vais m'attarder un peu, je vais paraître un peu indigeste, mais je vais essayer de vous le rendre un peu plus digeste. Ça marche? Alors c'est un diagramme, c'est ce qu'on appelle un diagramme de corrélation qui va vous mettre, qui illustre en fait l'importance de la donneuse et de la receveuse pour la détermination de la taille de la perle. Alors, c'est les mêmes variables que vous allez voir en diagonale comme à l'horizontale, avec ici une échelle d'intensité. Plus le spot sera intense, plus le lien entre les caractères sera important. A l'inverse, plus le spot sera dilué, voire complètement absent, moins le lien sera important. Alors il y a deux colorations. Il y a la coloration bleue, qui est un lien positif, c'est-à-dire j'ai des pieds grands, heureusement que la taille globale va avec, sinon si j'étais petit avec des grands pieds, donc ça serait un peu bizarre. Et ici, la coloration rouge, c'est des corrélations justement anormales et négatives. Alors, pour vous montrer aussi qu'on va vraiment finement dans nos approches, bien sûr, on s'est intéressé à la perle, lorsque j'utilise ces têtes et ces queues de l'eau en tant que donneuse et receveuse de greffons. On récolte les perles, on détermine le poids du dépôt perlier, c'est-à-dire que je pèse la perle, je retranche le poids du nucléus, qui est uniforme, hein, bien sûr, à chaque fois, et j'estime l'épaisseur du dépôt perlier en faisant une moyenne. Bien évidemment, lorsque c'est une goutte ou lorsque c'est baroque, on en fait une moyenne. Mais vous verrez qu'on n'est pas loin de la réalité. Ensuite, je vais faire une biométrie de la donneuse. Alors, ça consiste en quoi? Tout au long de sa croissance et de ses tests, je vais tester des donneuses qui performent bien par rapport à des donneuses dont je sais qu'elles performent moins en termes de croissance coquillère. Alors je vais mesurer son poids, je vais mesurer le poids de l'animal complet. L'épaisseur, la largeur, la hauteur. Et lorsque je vais réaliser la greffe,
je vais prélever de façon aléatoire un certain nombre de greffons pour chacune des donneuses. Et sur ces greffons-là, je vais extraire leur ARN et je vais essayer d'estimer sur un panel de gènes dont je sais qu'ils sont impliqués dans les voies de biominéralisation de la coquille, soit pour la formation d'aragonite, soit pour la formation de calcite, au niveau du greffon. Ensuite, à la récolte et tout au long de la culture, je vais réaliser des biométries sur les receveuses en culture. Et de la même façon, je vais peser l'animal, je vais mesurer sa largeur, sa hauteur, l'épaisseur de la coquille. Et à la récolte, avec vraiment une traçabilité perle à poche, je vais faire exactement ce que j'ai fait au niveau du greffon, mais je vais la réaliser sur la poche perlière et je vais passer les mêmes gènes qui sont en lien au dépôt perlier. Alors, je ne vais pas commenter entièrement ce diagramme, mais bien évidemment, lorsque je fais des corrélations sur la même variable, la corrélation est forcément au maximum, puisque je m'adresse à la même variable. Donc c'est normal que sur cette grande ligne diagonale, je me retrouve avec des points bleus très foncés. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, il y a des choses qui sont heureusement logiques, c'est-à-dire que par exemple, le poids de la receveuse, elle est corrélée de façon positive. Par exemple ici, si je viens à l'horizontale que je remonte, elle est corrélée de façon positive à donc la hauteur de la coquille est corrélée au poids de la coquille. C'est normal. Plus la receveuse est grande et plus son poids suit. Donc il y a des choses qui sont tout à fait normales. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais dont je ne parlerai pas ici parce que je n'ai pas forcément le temps. C'est que lorsqu'on regarde la distribution des gènes aragonitiques ou calcitiques au niveau du greffon, on voit qu'elles sont toutes corrélées ensemble. Par contre, leur comportement dans la poche perlière est vraiment différent. C'est-à-dire que se détache vraiment le groupe des gènes aragonitiques des groupes des gènes calcitiques. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux groupes de gènes. Et le plus intéressant, finalement, c'est que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque je prends les frères et sœurs les plus performants en tant que donneuses ou les frères et sœurs les plus performants en tant que receveuses, qu'est-ce qui explique le plus la taille de la terre? Et bien là, vous voyez que c'est clairement, sur ces deux premières lignes-là, le dépôt perlier et l'épaisseur du dépôt perlier, c'est clairement récipient, c'est-à-dire l'huître receveuse. C'est l'huître receveuse vraiment qui va apporter logiquement tous les nutriments. Ce qu'elle va faire pour sa coquille, elle ne va pas faire le distinguo de ce qu'elle va faire pour les couches qu'elle va déposer sur le nucléus. Donc c'est vraiment deux choses différentes à ce stade. La couleur, plus au niveau de la donneuse, mais bien sûr en lien à l'environnement. Et pour tout ce qui est de la taille, c'est plutôt en lien à la l'huître perlière receveuse et bien sûr en lien aussi à l'environnement. Et l'on voit bien que lorsque je prends les donneuses de greffons qui performent en termes de croissance, et que je prélève ces greffons-là, lorsque je les introduis dans les receveuses, elles n'expliquent pas, ce ne sont pas elles qui expliquent cette différence de taille que je peux observer. Alors ce diagramme-là et ces expérimentations-là, ce n'est pas des lots de 100 paires, c'est vraiment quelques milliers pour avoir une fiabilité statistique cohérente. Alors là, pour vous illustrer aussi que, bon, bien sûr, je fais de la génétique, mais on a aussi, dans un passé pas si lointain, investi dans expliquer techniquement la sous-greffe, qui reste quand même, sans parler de génétique, le moyen pour tous les producteurs de produire des paires de grande taille. C'est pas parce qu'on fait de la sélection génétique que les techniques ne les regardent pas. Au contraire, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors ici, j'ai schématisé ce que les producteurs sont familiers, la sous-greffe, c'est le moyen technique de produire des paires de grosse taille. Alors souvent, je reprends ma photo de l'explication de la greffe tout à l'heure.
Lorsque je récolte la perle, c'est le greffeur, le producteur, qui détermine, qui a une certaine grille de jugement de sa qualité. Et c'est à partir de ce jugement qui varie vraiment d'un producteur, d'un greffeur à l'autre, que finalement la décision va être prise de oui, je surgreffe ou non, je surgreffe pas. Et bien sûr, si je ne surgreffe pas, ça nous permet de manger tous des coloris. Alors, cette phase est très intéressante. Finalement, lorsque je me suis déplacé les premiers temps dans vos fermes, ce qui était assez surprenant, c'est que c'est des règles qui sont parfois empiriques et qui surtout varient d'une ferme à une autre. Bon, ce qui est normal, hein, parce que la production, on l'a dit, ça fait partie aussi de sa richesse, hein, c'est qu'il y a beaucoup de fermes perrières sur un vaste territoire. Et on s'est intéressé, et là encore une fois, il n'y a pas du tout de génétique derrière, on s'est intéressé au caractère cerclable. Alors là, j'ai illustré une jolie perle ronde, mais il fallait bien mettre une photo, je dirais, mais c'est pour illustrer surtout le caractère non cerclé de cet échantillon que je pose à la récolte à des perles qui peuvent être cerclées. Et finalement, que devient ce cerclage en surgreffe? Alors, en moyenne, ce que l'on a observé dans le cadre de nos greffes expérimentales, c'est que à partir d'une perle, que ce soit à partir d'une perle non cerclée ou à partir d'une perle cerclée, on obtient en moyenne toujours, chez cette espèce en tout cas, 2 tiers de perles non cerclées et 1 tiers de perles cerclées. Maintenant se pose la question effectivement de savoir, lorsque je récolte une perle cerclée, finalement si je ne la surgreffe pas, il faudra peut-être reconsidérer ce choix. Alors on a regardé encore plus finement ce mécanisme au niveau de la surgreffe. Alors, toujours sur le cerclage, là je ne parle pas de forme, j'en parlais tout à l'heure. Lorsque je récolte une perle non cerclée et que je lui introduis en lieu et place dans la poche un nucléus que j'ai représenté en marron pâle, soit un nucléus de taille légèrement inférieure, soit un nucléus de taille équivalent à ce que je récolte, soit un nucléus de taille légèrement supérieure, quelle va être la proportion à la récolte de la surgreffe de pouvoir retomber sur un produit non cerclé. Alors on s'aperçoit clairement, et c'est statistiquement significatif, que lorsque je surgreffe avec un nucléus d'une taille de 0,1 BU en plus, je déplace, j'ai des gains significativement importants de l'ordre de 10% par rapport à un nucléus de taille équivalente. Lorsqu'en greffe, je récolte des perles qui sont cerclées, et que de la même façon, sur des échantillons, un échantillonnage important, je vais surgreffer des nucléus de taille légèrement inférieure, équivalent, légèrement supérieur. Qu'est-ce qui se passe pour que je puisse obtenir une perle non cerclée? Et bien là aussi, si je mets 0,1 ou 0,2 de BU de taille en plus, je déplace les chances, entre guillemets, d'avoir des proportions plus importantes de perles non cerclées en surgreffe. Alors, c'est déjà ce que certains d'entre nous et certains greffeurs avec qui j'ai pu échanger observent déjà. Mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est confirmé. Le fait de ne pas surgreffer les perles cerclées est peut-être, encore une fois, une question à reconsidérer. Et ça a un impact après, je dirais, sur toute la filière. Sacrifier une huile qui a un potentiel, c'est en acheter davantage en première greffe, c'est impacter sur le lagon. Enfin, je ne fais pas un propos des conséquences que ça peut avoir et du volume que ça représente en matière de kilos ou de tonnage en coloris. Alors maintenant, si je m'intéresse aux formes, et de la même façon, je regarde le tableau est un peu plus compliqué, mais
Et là, je ne parle plus de cerclage, je parle plus de trois formes principales, ronde, ovale et baroque. En moyenne, qu'est-ce que deviennent ces formes lorsque je récolte, première ligne, une herbe ronde, semi-ronde en greffe, en sous-greffe, qu'est-ce que cette herbe devient? Eh bien, cette herbe, elle devient, il y a 31% de ces herbes qui restent rondes, semi-rondes, 20% d'entre elles qui deviennent ovales, et quasiment la moitié deviennent baroques. De la même façon, si je ne considère à la récolte que des perles ovales et que je vais surgreffer, en moyenne, qu'est-ce que ces perles vont devenir? Vous avez ces proportions qui sont relativement intéressantes et qui montrent surtout qu'on n'échappe pas au baroque et qu'elles constituent quasiment en surgreffe de l'ordre de 50% au niveau expérimental de ces perles de type baroque. Alors bien sûr, à ce niveau-là et sur les formes, on s'est aussi, je dirais, intéressé de la même façon que tout à l'heure à la taille des nucléus de sous-greffe que l'on peut insérer en lieu et place de la perle à la récolte. On peut prendre 0,1 ou 0,2 BU en dessous, insérer un nucléus de taille équivalente ou un nucléus un peu plus gros. Et on s'aperçoit que lorsque je récolte une perle ronde, semi-ronde, quelle que soit la taille, bien sûr, il faut que ça soit raisonnable, hein, je ne vais pas mettre une taille énorme pour déchirer la poche, bien il n'y a pas de différence. J'ai quasiment autant de chances d'avoir des perles rondes, semi-rondes à l'issue de la surgreffe, quelle que soit la taille du nucléus que je vais mettre à l'intérieur. Par contre, les choses sont diamétralement opposées lorsque je m'adresse à une perle de récolte ovale ou une perle de récolte baroque. Où là, pour favoriser les perles rondes semi-rondes, vaut mieux mettre légèrement en dessous pour les perles ovales et légèrement au-dessus pour les perles de type baroque. Donc bien sûr, c'est des règles qui varient. Hein, je veux dire, c'est pas aux études là, c'est une première approche qui, encore une fois, statistiquement, en lien aux effectifs, tient la route, mais évidemment, ce n'est pas extrapolable d'une espèce à une autre, c'est pas extrapolable même presque d'une ferme à une autre, puisque dans chacune de vos fermes, vous avez des pratiques de culture qui sont différentes. Il y a encore quelques années, il y a une équipe australienne qui a publié en début d'année un article intéressant dessus, où finalement ils comparent l'élevage en chapelet par rapport à un élevage, je dirais, en plaquette. Et en plaquette, vous prenez le grillage de protection que vous avez, vous coupez un grand rectangle, vous les accrochez par 10, 15, 20, 12, 20. Enfin, et puis par rapport à un élevage en chapelet, c'est-à-dire sur une ligne qui en mettait entre 10 et 20. Cette équipe australienne qui travaille d'ailleurs sur Margaret différents, puisque les expérimentations ont été réalisées à Fidji, sur 3 sites différents, et montre clairement que les méthodes de culture impactent de façon significative, bien évidemment, sur la perle, sur la forme de la perle, et que pour favoriser chez notre espèce, sur ce site particulier de l'élevage, qu'est Fidji, il fallait favoriser la culture en plaquette. Heureusement, c'est ce qui... Alors, bien sûr, vous n'avez pas lu cet article-là, mais depuis 2-3 ans, je vois bien en allant dans pas mal de fermes qu'il y a une orientation vers ce mode de culture. On délaisse la culture en chapelet pour s'orienter de plus en plus vers cette culture en plaquette. Donc tous ces résultats, on a parlé de communication tout à l'heure, moi j'essaie de le faire à mon niveau. Ces résultats ont été publiés en 2015 et ont été rejoints par les équipes australiennes début 2016 et qui tendent au même résultat sur la même espèce mais sur des sites de culture différents. Donc voilà, il n'y a pas de lien avec la génétique, mais maintenant je vais en venir. Et j'aime bien toujours présenter la diapositive qui va arriver et dont certains d'entre vous familiers. Voilà, j'aime bien présenter cette diapositive parce que vraiment la sélection génétique,
des espèces exploitées, c'est vraiment une clé du développement de toutes les filières. Lorsque vous ouvrez vraiment votre frigidaire, il n'y a pas un seul produit qui n'a pas été impacté par la sélection génétique. La tomate sauvage, c'est celle qu'on trouve encore aujourd'hui dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. C'est vraiment une toute petite tomate qui est super acidulée. Et au jour d'aujourd'hui, quand même, on arrive à avoir une palette de saveurs, de tailles, de couleurs vraiment différentes. Et j'aime bien faire cette analogie avec notre produit Perrier, parce que nous, chez Vitre Perrière, par rapport à nos concurrents et les deux autres espèces de Vitre Perrière, on est vraiment au stade zéro. On est au niveau de presque au niveau de la tomate sauvage. Il y a quelques lignées qui ont été développées en partenariat avec la direction des ressources marines et minières. Vous verrez tout à l'heure que ça se vend maintenant, c'est long. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'avance, y compris nos concurrents, ça va être difficile de compresser ces années et les rattraper. Mais voilà, c'est une illustration que je trouve intéressante parce que nous, on se situe vraiment dans la cordillère des Andes. Alors, pour pouvoir faire une bonne sélection, il faut avoir des bons outils. Et pour ça, on a beaucoup investi avec le territoire sur la mise au point de protocoles de reproduction pour vraiment maîtriser l'ensemble des étapes de l'élevage artificiel. Donc c'est vraiment la maîtrise de la reproduction qui a été d'abord initiée sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, on est capable, bien sûr, de sélectionner les mâles et les femelles, de les faire pondre quand on veut, d'avoir des larvedés, de pouvoir les élever en milieu artificiel, de pouvoir opérer des sélections sur la couleur, sur la taille, et de pouvoir les passer dans le milieu naturel et de voir que malgré un pourcentage relativement qui se chiffre au jour d'aujourd'hui à 20% entre ce qu'on sort de l'écloserie et ce qu'on peut récupérer en matière de graisse, ça tourne à peu près à 20%. On ne cherche pas à avoir des gains supplémentaires, mais au contraire, c'est une espèce qui est extrêmement prolifique. Une femelle peut produire plusieurs dizaines de millions d'œufs. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment que ça se régule aussi d'elle-même et qu'on aboutisse au final, au bout de 2 ans, qu'à des individus sélectionnés naturellement dans cette transition écloserie dragon. Alors les résultats sont intéressants, c'est juste une illustration lorsqu'on sélectionne des parents qui ont une coloration intéressante. Alors, on va croiser des jaunes avec des verts, on n'est pas encore à ce point-là, mais on essaie d'uniformiser les choses et on voit bien que en première génération, on fait différentes familles, on obtient déjà des choses qui sont relativement intéressantes et le règne et les modèles de sélection chez les modèles animaux montrent que c'est vraiment les premiers cycles de sélection, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver le maximum de progrès génétique. Alors ici, si on s'intéresse à la couleur, je reviens donc sur les histoires de couleur, de la face intérieure du outil, vous avez au niveau central une jeune huître d'écloserie de 5 mois avec l'autre génération, mais à partir du même type de coloration de parents, des jeunes huîtres qui ont à peu près 20 ans. Donc les colorations sont particulièrement intéressantes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des processus qui sont relativement longs. Alors, il faut réaliser des croisements, et avant de réaliser des croisements, il faut trouver les géniteurs, il faut les faire pondre, il faut les élever. La phase larvaire pour 3 semaines, mais avant de les passer au lagon, on les bichonne quand même entre 2 et 3 mois. On peut faire des tris, on expérimente ses premiers descendants à l'échelle de la production, avec un réseau de partenaires privés, et on qualifie les perles que l'on obtient à la récolte pour valider par telle ou telle lignée qui sont retenues ou pas pour constituer des géniteurs de seconde génération.
ce qui est intéressant, c'est que déjà, au niveau de cette première génération de sélection, on voit déjà qu'on est relativement capable d'orienter des colorations majoritaires avec telle ou telle lignée d'huile dernière. Et pour revenir sur les histoires, ça c'était sur la sélection et la couleur. En ce qui concerne la sélection et la croissance de la receveuse, là je vais illustrer en 2 diapositives qu'est-ce que ça peut représenter en matière de potentiel. Je vous ai montré tout à l'heure cette boîte de pétri avec des frères et sœurs qui performent de façon différente. Ce sont des individus âgés d'un peu moins de 2 mois. Vous voyez ici, en fait, si je m'amusais dans une population naturelle de l'écloserie, à représenter sur un diagramme la moyenne, ici, ça va être les individus petits. Par exemple, je vais prendre le poids ou la hauteur de la coquille. Je vais commencer très faible et après, au fur et à mesure, je vais augmenter. Si dans la nature ou dans l'écloserie, je prends 1 million d'individus, je m'amuse pendant quelques années à les peser, à les mesurer, je vais obtenir une courbe de la sorte qu'on appelle une courbe gaussienne, c'est-à-dire que la moyenne que l'on trouve ici, c'est la taille moyenne à un âge donné du litre perrière. Et lorsque, au niveau de la production, au niveau des stations de collectage, vous récupérez les nappes les plus grosses pour les greffer, quelque part, vous ne sélectionnez dans la population que la partie extrême qui est ici. Bien sûr, vous ne sélectionnez pas l'opposé qui vous servira en fin d'année, puisqu'elles sont trop petites pour accueillir un nucléus de taille raisonnable pour être greffé en entrée de saison de greffe. Donc, si ces individus-là qui performent, c'est-à-dire qui se situent en moyenne dans cette classe-là, je suis capable de les garder un certain nombre d'années sans les perdre et que j'ai sélectionné de futurs parents, dont je connais le potentiel de croissance. Quand je vais aller sur une station de collectage, je suis incapable de vous dire si celle-là, en moyenne, est performante, si elle est plus grosse, elle performe plus, mais finalement, en sachet dans les collecteurs, est-ce que c'était trop dense, est-ce qu'il y avait plus de pipi, est-ce qu'on avait moins, voilà. C'est pas évident de donner un âge sur des individus sauvages. L'outil d'écloserie nous permet de dater ça, et vraiment, à des stades multiples et précoces, on peut déjà individualiser les individus les plus performants. Tout à l'heure, j'ai dit que je les utilisais pour la greffe, mais on peut aussi les utiliser en tant que géniteur. Et ce qui se passe, j'ai oublié le micro, ce qui se passe en second cycle de génération, c'est que si je reproduis ces individus performants, tous les modèles, que ce soit animal ou végétal, montrent que je vais déplacer cette moyenne-là. Et ce déplacement de la moyenne s'appelle le progrès génétique. Bien sûr, le progrès génétique il est maximal les premiers cycles de sélection, mais ça va se tasser. C'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer ça, mais de façon raisonnable. Sinon, au bout de 10 cycles, je me retrouverai avec une huître perlière de la taille d'une table de 2 mètres de diamètre, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est vraiment inhérent à l'espèce. Donc, les premiers gains se situent vraiment au niveau des premiers cycles. D'où l'intérêt, vraiment, maintenant qu'on sait que la taille est déterminée par le potentiel de croissance, d'où l'intérêt de pratiquer de telles sélections qui, encore une fois, sont en cours chez nos concurrents en Indonésie, par exemple, en Birmanie, aux Philippines ou en Australie. Et là, c'était pour rapidement pour faire un parallèle avec cette histoire de gènes de biominéralisation. Lorsqu'on regarde leur potentiel de biominéralisation au niveau de l'expression des gènes en lien à l'arachidonite ou à la calcite, on voit clairement que tout ce qui est au-dessus, avec des étoiles, surexprime ces gènes-là, ces biomatériaux-là, et que c'est en lien direct avec ce qu'on appelle les têtes de l'eau à âge fixe. Donc on retombe vraiment sur nos pattes, et c'est vraiment cohérent. Et là, pour continuer à faire le parallélisme entre ce que j'ai parlé tout à l'heure de surgreffe, qui reste quand même aujourd'hui
le moyen technique le plus intéressant pour produire des grosses perles, ce n'est pas incompatible avec la sélection. Et je vais vous montrer sur les deux diapositives suivantes qu'est-ce que peut donner l'effet combiné de la sélection génétique et de la surgreffe. Alors la surgreffe classique, j'ai mis les âges, grosso modo, mais c'est à peu près ce qui se passe dans les fermes de production. À 20 mois, sauf si on s'adresse vraiment à des super têtes de l'eau, c'est encore un peu limite. On est plus de 0, voire plus de 2, c'est un peu juste. Donc on les cultive encore quelques mois, et très souvent, en moyenne, on les utilise à l'âge de 2 ans et demi. 2 ans et demi, 30 mois. On procède à une greffe, on récolte, j'ai mis 1 an et demi, à 48 mois, donc l'ANA qui vieillit pendant ce temps-là. Et on récolte une perle au-dessus de 10 mm à partir de quand même 60 mois. 60 mois, ça fait déjà une huître qui a un certain âge. Juste entre parenthèses, on a travaillé aussi sur l'âge, sur une même receveuse qui a reçu le greffon d'une même donneuse. Les producteurs le savent, si je suis capable de tracer cette huître receveuse tout au long de sa vie, et que j'ai opéré par exemple 3-4 surgreffes, je me retrouve à la fin avec une huître receveuse qui a quasiment 10 ans, la récolte, effectivement, la perle est plus grosse, mais la couleur, le lustre, c'est plus là. Donc l'un des avantages, c'est que, on le voit déjà en premier cycle, c'est que j'ai des animaux en premier cycle de sélection sur la croissance qui sont greffables, par contre, à 20 mois, en moyenne. Donc ça veut dire que si je mets les mêmes délais de culture et de récolte, je me retrouve quand même à récolter en première surgreffe l'équivalent d'une perle de primo-greffe. Donc je vous laisse imaginer en termes de potentiel sur la coloration de lustre, puisque là, l'animal a quand même que 48 mois, qu'est-ce que ça peut donner en décalant ça vers la jeunesse. Donc je vais bientôt terminer, je vous rassure. Et là, c'était juste pour vous dire qu'au-delà de ces approches-là, de ces quelques résultats, on va y passer la journée. Ça s'inscrit dans une recherche, je dirais, dans un schéma cyclique logique. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours et à venir que Cédric a illustré en début de matinée. On s'intéresse bien sûr en matière d'amélioration génétique à la ressource en Polynésie. Elle est vraiment, on va dire, infinie, mais elle est vraiment grande, il faut vraiment l'exploiter. Et quand je parle de diversité, je ne parle pas forcément de ce qu'il y a dans les lagons permacoles. On s'intéresse par exemple au niveau des ressources génétiques aux stocks qui sont exploités, aux stocks sauvages. On a aussi exploré des xénogreffes, c'est-à-dire réaliser des greffes, mais avec des donneuses d'espèces différentes. Là, juste pour illustrer, on a eu des campagnes de collecte d'huîtres perlières en marquise. Alors, en marquise, il n'y a pas de ferme perlière, parce que historiquement, ça ne s'est pas fait. La morphologie, j'allais dire des lagons, il n'y en a pas. Rendre l'implantation d'une structure de ferme perlière assez compliquée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'huîtres perlières. Et récemment, on a confirmé, il y a quelques mois, à l'aide de marqueurs moléculaires, qu'il s'agissait de la même espèce. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de la Pintella margaritifera, qu'on trouve à la fois en plongée en bouteille, donc vraiment niché dans des crevasses pour ceux qui ont échappé à la prédation, mais de façon assez surprenante, on les retrouve aussi à marée basse, au niveau de ces flaques d'eau. Alors bien sûr, il n'y en a pas 50 par flaque d'eau, en sachet, comme ça, dans ces flaques d'eau, dont la température peut monter en plein soleil quand même à 33-34 degrés, et l'animal n'en souffre pas. Je suis curieux de voir ce que ça peut faire 3-4 heures en plein soleil à 34 degrés avec mon acte de ou des gambiers. Et ici, alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a vraiment une grande diversité de coloration.
On a ce qu'on retrouve majoritairement au Tuamotu, hein, des nacres noirs avec des taras blancs, il y a du doré, il y a des rouges, enfin il y a vraiment une grande diversité qui serait intéressant d'exploiter et qu'on a actuellement, c'est en grossissement, on a quelques milliers d'individus dans nos éclosions. Donc à la fois pour des aspects de changement climatique, mais aussi saisonnier, c'est des individus qui seraient potentiellement intéressants à évaluer en termes de potentiel de résistance à la sécheresse, mais aussi de coloration ou de performance de croissance. Le deuxième volet, c'est ce que j'ai illustré, hein, c'est tout ce qui est en lien à la sélection génétique, les croisements, pour essayer de comprendre l'hérédité des caractères, d'estimer, de voir si le caractère croissance est héritable, c'est-à-dire est-ce que c'est un caractère que je peux sélectionner. D'ores et déjà, on sait par exemple que pour le buste, c'est plus en lien à l'environnement. Donc c'est pas quelque chose que je vais pouvoir sélectionner des mâles et des femelles lustrées, entre guillemets, pour produire des perles lustrées. Ça ne se fait pas, c'est vraiment plus en lien à l'environnement qu'au génome de l'animal. Alors ici, j'ai illustré la sélection par quelque chose de très très visuel, qui rappelle l'or de la tomate. C'est des individus, des huîtres perlières de chair orange. On connaît maintenant, en ayant fait les croisements, l'hérédité de cette mutation, qui est une hérédité très simple, aussi simple que l'albinisme. Et vous voyez ici donc des individus typiques de chair orange, des individus couturés, albinos, des ségrégations 50-50 en écloserie, avec parfois même des combinaisons possibles entre coquilles albinos et chair orange. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle nous en génétique la plasticité phénotypique. Alors c'est un terme un peu barbare, mais c'est pour dire qu'en fait, en fonction de l'âge de l'animal, de comment on la prépare, la receveuse, parce que le concurrent la prépare, de l'environnement, parce que vous avez vu tout à l'heure la signature au niveau des archipels, eh ben, un animal a des gènes qui lui permettent de déposer des pigments, mais ces dépôts de pigments gouvernés par des gènes, eh ben, on dit qu'ils sont très plastiques, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très influencés par l'environnement. Une donneuse qui va être très très verte à 20 mois, eh ben, au bout de 20 ans, la couleur se sera un peu estompée. Voilà. Donc ça c'est vraiment lié à la plasticité phénotypique que nous on reproduit, on peut reproduire de façon artificielle et de façon très rapide. Là vous avez des individus qui sont deux familles d'écloseries différentes, coquilles noires intérieures relativement arc-en-ciel. Cet individu-là, ce groupe d'individus-là, je l'ai laissé en surface, en culture, je dirais normale, entre 3 et 6 mètres de profondeur, culture tout à fait normale en Polynésie. Et l'autre groupe, les frères et sœurs, si on les place en profondeur entre 25-30 mètres pendant 3 semaines, la couleur elle s'est dégradée. Voilà, ça c'est juste pour illustrer le côté plastique de l'animal. Bien sûr, si la receveuse a une perle et que je m'amuse à la mettre 1 mois en profondeur, ça a un impact aussi direct sur la couleur et la foncitude de la perle, qui est en lien direct avec les conditions de la profondeur. C'est-à-dire qu'il y a certainement moins de nourriture, il y a moins de lumière, peut-être qu'il fait un peu plus frais, un peu plus chaud. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer ce côté plastique qui vraiment s'affranchit complètement des couleurs, elle touche toutes les gammes de couleurs possibles. Donc c'est plutôt lustré et attrayant ici, et on perd quand même de l'attractivité en profondeur. Enfin, bon là je n'ai pas développé ici parce que je pense que ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais on a aussi un gros programme qui s'intéresse à la connaissance du génome, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes de cette huître perlière-là. Il y a un programme de sélection, de séquençage du génome qui est en cours. Le génome est en cours d'assemblage et on aura vraiment tous les chromosomes avec dans l'ordre
l'ensemble des gènes qui font que l'huître perlière a telle ou telle couleur ou telle forme. Avec l'étude bien sûr de l'influence en lien avec l'environnement. Donc je vais terminer là, et je vais quand même mettre des perles dans ma coquille. Et je tenais à vous remercier pour votre attention, et je tenais aussi à remercier la Direction des ressources marines et minières pour leur support depuis des années et des années. Et je tenais aussi à remercier l'ensemble des producteurs qui ont hébergé nos expérimentations et sans lesquels on n'aurait pas pu en arriver là, au jour d'aujourd'hui.